Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir, Fabrice et moi, de présenter à deux voix cette présentation ce soir. Et je voudrais vous dire que c'est un vrai plaisir pour moi de faire cette présentation à deux, Orano et EDF, pour présenter un projet commun. Voilà, donc je fais le début et puis tu m'interromps quand tu veux. Et si je dis des bêtises, et je ferai pareil. Ce projet, c'est un projet donc, de Technocentre sur lequel on travaille avec EDF depuis un petit paquet d'années et qui personnellement me tient beaucoup à cœur parce que vous avez parlé, là on a entendu des petits mots en introduction d'engagement du nucléaire vers des enjeux écologiques, de défendre la filière du nucléaire par rapport à tout ce qu'elle peut apporter pour la planète, pour les générations futures et tout ça. Et je pense que ce projet-là est un projet assez emblématique de ce que peuvent faire, ce qu'on peut continuer à faire évoluer dans la filière et de montrer que ce n'est pas quelque chose de figé aussi, la filière nucléaire, et qu'il y a des nouveaux enjeux qui apparaissent et des réponses qu'on n'envisageait pas ne serait-ce qu'il y a 2 ans, 3 ans, et que tout ça évolue très vite. Donc le contexte et les enjeux du projet, on voit qu'il y a de très... Ouais, ce sera plus facile, merci. On voit qu'il y a de très grands volumes de déchets de très faible activité en France. Donc sur le petit graphique que vous voyez à gauche, là, vous voyez tous les volumes qui sont prévus d'être mis dans le centre de stockage à terme en lien avec la déconstruction des centrales. Et puis, face à ça, donc les petits traits en pointillés, c'est la quantité qui est prévue actuellement et puis la quantité qui est prévue d'avoir dans les centres de stockage qui sont prévus. Donc on voit bien que ça ne rentre pas. Tous les déchets qui sont envoyés au TFA, les métaux représentent à peu près 45% de tout ce qui a été envoyé pour l'instant donc sur le CIRES, le centre de stockage de l'Andra. Donc tous ces déchets-là de très faible activité, ils ont une activité moyenne de quelques becquerels. Voilà. Dans tous les pays européens, il existe un seuil de libération, pour reprendre le mot que vous aviez dit tout à l'heure. Donc ça existe dans tous les pays européens. Comme vous le savez, en France, ça n'existe pas. Donc le début du projet, c'était de se dire, en particulier pour les métaux, on sait bien tous que le marché des métaux, c'est un marché qui est mondial. Des métaux qui sont issus de l'industrie nucléaire, qui sont retraités dans d'autres pays, vont venir sur le marché français, vont être ensuite utilisés dans la métallurgie. Et d'ailleurs, toutes les industries métallurgiques sont bien gréées, y compris en France, avec des portiques d'entrée, et tout ça fait partie de leur mode de fonctionnement. Et en France, ça n'existe pas. C'est bien dommage parce que, particulièrement en France, il y a de très gros gisements de métaux qui vont arriver et qui, si on ne fait rien, vont devoir être enfouis au CIRES. Et en particulier, donc, des métaux qui viennent, un gros lot issus des générateurs de vapeur d'EDF, donc qui sera présenté représenté par Fabrice, mais qui présentera la suite de la présentation commune tout à l'heure. Un autre gros lot qui est issu des diffuseurs, issus du démantèlement de l'usine du Tricastin. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle les 2 gros lots de métaux homogènes. Et puis en dehors de ces 2 gros lots-là, il y a un certain nombre de métaux qui viennent du vrac, qui peuvent être issus d'Orano, d'EDF, du CEA également, et qu'on estime actuellement à peu près à 230 000 tonnes. Donc tout ça fait un énorme gisement. C'est l'équivalent de 50 tours Eiffel et c'est bien dommage d'aller les envoyer au trou. Voilà, donc du coup on a mis en place tout un projet sur lequel on travaille avec EDF pour essayer de trouver une autre manière pour pouvoir les recycler. J'ai l'impression que on va dire des choses... Alors peut-être cette présentation, c'est une présentation qu'on fait à plein de publics différents. C'est très pédagogique. Il y a des choses qu'on va vous dire, peut-être que vous les savez déjà, et qu'il y a des choses sur lesquelles on peut avancer vite. L'objet, c'est aussi de susciter des questions après de votre part, et qu'on vous explique aussi les retours qu'on a eus au travers des différentes instances auxquelles on a pu faire ces présentations. Donc ce qu'on rappelle à chaque fois, c'est que la radioactivité
elle existe de manière naturelle, qu'on y est tous confrontés. La radioactivité moyenne, qu'elle soit artificielle ou naturelle, en France, on est exposé en moyenne à 4,5 millisieverts par an de radioactivité. Un becquerel qui soit issu de la radioactivité naturelle ou issu de la radioactivité artificielle, c'est un becquerel. Voilà, en millisieverts, bien évidemment que ça a des impacts différents, mais ça, voilà. Et donc du coup, ce qu'on dit là, c'est que l'évolution réglementaire dont on va vous parler tout de suite dit que on s'arrange pour faire une installation qui va permettre qu'en sortie de cette installation, tout ce qui va sortir aura un impact inférieur à 10 microsieverts. Donc ça ne représente rien par rapport à la radioactivité à laquelle on est de toute manière confronté. Ça correspond au seuil de la directive Euratom, donc ça correspond au seuil européen dit seuil de libération. Encore une fois, nous on ne parle pas de seuil de libération, c'est un mot tabou, on le verra après. Et donc l'objet, c'était donc, il y a eu beaucoup de discussions pour essayer de défendre et de dire en dessous de ce seuil-là, comme c'est le cas dans tous les autres pays, on essaye d'en faire quelque chose pour les valoriser plutôt que de les enfouir. Donc il y a eu de nombreuses, comme on disait en introduction, c'est un sujet qui est un petit peu long, il y a eu de nombreuses instances. Donc il y a eu un débat public, un PNGMDR qui a eu lieu en 2019. Avant ça, même, on pourrait remonter, il y a eu le HCT-ISN, il y a eu un groupe de travail au niveau du HCT-ISN pour encadrer les choses. Puis en 2019, un PNGMDR. Voilà. Puis après, il y a eu une consultation du public, il y a eu une décision. On voit bien que petit à petit, ça avance lentement, certes, mais on est un peu dans l'entonnoir, là, maintenant, et les évolutions sont vraiment dans le tuyau. Petit à petit, on voit qu'il y a quand même, certes, il y a des gens qui sont de toute façon contre le nucléaire et ça fait toujours controverse et ça pose toujours question et il y a toujours besoin d'expliquer le projet, mais que ceci étant, là on arrive à un certain stade, je ne lis pas tout parce que c'est un peu fastidieux, mais on arrive à un certain stade où l'autorité de sûreté nucléaire a donné son aval pour une évolution réglementaire. Le public qui a été consulté au travers d'une consultation nationale a donné son aval pour cette évolution réglementaire. Madame la Première ministre de la Transition écologique, donc Madame Barbara Pompili, a validé le texte, même si elle ne l'a pas encore signé. Il a été transmis, on va doucement, hein, je vous vois rigoler, mais... C'est un parcours du combattant, mais ça avance petit à petit. Il a été transmis au Conseil d'État, il a été auditionné au Conseil d'État, et tout ça, ça date du 23 novembre, donc c'est très récent. Donc vous voyez que les choses bougent, et je pense que c'est important aussi de dire que les choses ne sont pas figées dans le nucléaire et que ça bouge. Et puis, on attend donc la validation du Conseil d'État sous peu, et il restera ensuite la signature donc, de deux ministres, Madame Pompili et Monsieur Véran, pour que le texte puisse être publié. Si jamais on rentrait dans le calendrier électoral et que ça devenait compliqué, on repasserait après les élections. Oui, je ne résiste pas à une petite anecdote. Dans l'évolution de loi, on passe aussi au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Donc là, il y a différents panels assez larges, des scientifiques, des associations, et notamment France Nature Environnement qui est présente. 2 membres, et pour dire comme le sujet divise, un membre vote pour, un membre vote contre. Hein, un membre vote contre au titre de son opposition génétique au nucléaire, et le membre qui vote pour explique que, effectivement, comme l'a dit Marine, c'est absolument impensable de ne pas faire entrer ces matériels dans une économie circulaire et de ne pas les valoriser. Donc là, comme a dit Marine, on attend, mais c'est en bonne voie. La SN a donné un avis favorable et on est allé les voir justement il n'y a pas longtemps. Il semble quand même assez bien ligné pour faire en sorte de mettre en œuvre cette évolution réglementaire.
même si, pour ceux qui ont déjà travaillé avec la SN, intrinsèquement, dans les années 90, c'était quand même des fervents opposants. C'était la ligne rouge à ne pas dépasser. Et juste quelques petites précisions. Marine a dit, dans tous les pays, il y a des seuils de libération, c'est vrai. Après, si vous avez une discussion avec des opposants, les seuils ne sont pas identiques dans tous les pays. Il y a des pays où les seuils sont totalement inconditionnels. Et il y a des pays, par exemple en Suède, où il y a deux types de seuils, des seuils inconditionnels et des seuils conditionnels. Les seuils conditionnels, ensuite, en Suède par exemple, la personne qui achète les matériaux qui sont en dessous du seuil conditionnel, il doit mélanger à hauteur de 10% de ces matériaux-là pour faire dans le bain, pour arriver à libérer ensuite et à remettre l'ensemble dans l'industrie conventionnelle. Donc là aussi, pour tous ceux qui pourraient vous dire « aïe aïe aïe, on va avoir des petites cuillères radioactives », si Ikea Suède se fournit chez l'usine de traitement qui est située en Suède, on a déjà le risque existe déjà. À savoir aussi, il existe deux installations là, au niveau européen, une en Suède, une en Allemagne. 30% des aciers traités en Allemagne ont servi à construire la 380. Ça passe les frontières, tout ça. Donc ça, on l'a déjà un petit peu évoqué. Donc ce qu'on voit, c'est que, donc, comme on l'a dit, donc, on appelle cette installation pour l'instant le technocentre. On la détaillera un petit peu tout à l'heure. Fabrice présentera un petit peu le détail de l'installation. Donc l'objectif, comme on l'a dit, c'est de produire des lingots qui seront utilisés dans le domaine conventionnel et sans traçabilité. Donc en effet, on pourra fabriquer des petites cuillères, des poussettes, des casseroles. Voilà, ça sort de l'installation. En fait, sur le plan réglementaire, ça perdra le statut de substance nucléaire. Donc on ne parle pas de seuil de libération parce que ça, c'est vraiment tabou, mais on perd le statut de substance nucléaire. Donc du coup, il n'y a plus de... Et ça, c'est très important. Ce que permet cette évolution réglementaire, c'est qu'il n'y a plus de traçabilité. En fait, cette traçabilité, sinon, elle était ingérable. Déjà, ça mettait le doute, parce qu'on disait, mais s'il y a une traçabilité, c'est que potentiellement, il y a un danger. On arrivait à dire, la première fois, on les vend, par exemple, pour faire des plaques d'égout, mais après, la plaque d'égout, on ne va pas garder sa traçabilité quand elle sera recyclée dans 30 ans. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a poussé pour cette évolution réglementaire. Il n'y a plus de traçabilité après. Tu aurais pu prendre autre chose que les plaques d'égout quand même. Oui, c'est vrai. Ou des poussettes. Voilà, donc on va faire une installation qui va être dédiée à la valorisation de ces métaux-là. Voilà, enfin, quand je dis on va faire, je vais peut-être un petit peu vite. L'objectif est de faire. On va vous détailler après par la suite. Il y a différents enjeux. Donc, il y a les enjeux réglementaires sur lesquels on avance. Il y a des enjeux techniques sur lesquels, en travaillant ensemble, on va y arriver. Il y a des enjeux économiques. On espère y arriver. C'est pas gagné du tout. C'est un projet avec beaucoup d'enjeux et auquel on tient. Ce que dit Orano, c'est à coût équivalent au stockage direct, on fera le choix de la valorisation. Voilà. Ceci étant, à partir du moment où on dit, et ça c'est dans les textes, qu'on doit faire une installation qui est dédiée, ça veut dire des contraintes économiques fortes et c'est pas sûr qu'on y arrive. Voilà. Après, il y aura... peut-être on fait... je te laisse enchaîner, Fabrice. J'enchaîne, si tu veux. Du coup, cette installation, on l'a vu, elle est faite pour traiter deux types de matériaux. Des matériaux, des grosses pièces, comme les générateurs de vapeur, et principalement les générateurs de vapeur, ainsi que des pièces qui ont déjà été prédécoupées. Et elle est capable de quoi? Elle est capable de décontaminer, puisque les GV arrivent issus du démantèlement sans une décontamination totale, de découper, et puis de mettre dans un four. Alors un four électrique à arc, et on verra pourquoi bientôt, et pour produire, comme on l'a dit, des lingots qu'on va ensuite vendre à n'importe quel métallurgiste pour qu'il fasse ces pièces.
Elle produit des lingots, elle produit également des déchets, hein, tous les déchets issus de la décontamination, tous les déchets issus de la découpe, qui vont ensuite être stockés, eux, dans les différents centres de l'Andra. Alors ça peut être CIRES, il y aura un petit peu de CSA également. Et on met au four donc, les pièces issues de la découpe DGV et les pièces issues de ce qu'on appelle le vrac et de ce qui arrive en container dans le site du Technocentre. Avec la particularité que le four, il a deux fonctions. Il a une première fonction d'homogénéisation du bain de fusion. Et là, pour les aciers, alors je m'excuse, mais c'est à partie, pour les aciers Orano, une fonction de décontamination. C'est-à-dire que les radionucléides alpha vont migrer dans le laitier et vont disparaître du bain de fusion. Donc on récupère la radioactivité dans le laitier qu'on envoie ensuite au stockage. Le laitier, c'est comme la mousse au-dessus de la soupe. C'est ce qu'il y a au-dessus et qu'on va en fait racler. Et là, on va récupérer donc le haut du bain dans lequel il y aura tous les oxydes d'uranium en particulier, plus toutes les impuretés. Alors, évidemment, les lignes de défense, je pense que ça parle à tout le monde, mais elles sont à plusieurs niveaux. On en compte 5. D'abord, ce qui est prévu et ce qui sera encadré, je pense, réglementairement aussi, c'est que le producteur va avoir une déclaration à faire, l'exploitant du technocentre devra vérifier la conformité de ce dossier, puis accepter avant de faire venir les matériaux au technocentre. Et ensuite, dans l'installation elle-même, on aura plusieurs lignes de défense avant le bain de fusion, puisqu'il faudra notamment vérifier que tout ce qui est contamination bêta-gamma sera retiré avant fusion, sinon on n'aura pas un produit conforme à la sortie. Et puis, un contrôle dans le bain de fusion, où là, on aura quelque chose d'homogène et on pourra mesurer la radioactivité de l'ensemble du bain. Et enfin, un contrôle sur les produits finis, alors pas sur tous parce que ce ne serait pas industriel, mais on aura une méthode d'échantillonnage qui permettra de contrôler certains lingots pour avoir une validation finale. Il y a un truc, je me rends compte qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est en fait au niveau de l'évolution réglementaire, on dit on perd le statut de substance radioactive, et ça c'est des dossiers qui sont faits au cas par cas, des autorisations qui sont... C'est après, dans le planning, on pourra le dire dans le planning. Donc, alors où on en est on a fait un premier APS pour avoir une idée de ce que pouvait être l'installation. Et l'installation, ben, pour l'instant, elle a cette physionomie-là. Donc, est-ce qu'on voit ma souris là? Voilà. Une grosse aire d'entreposage. Ici, alors des entreposages GV, donc en BEGV pour les spécialistes, et un entreposage de containers. Ensuite, une partie purement ici GV avec un atelier de décontamination, un atelier de découpe, un atelier ici pour le vrac avec du tri avant l'envoi en fusion. Et puis, alors la fusion, moi j'ai un peu découvert le métier de métallurgiste, je ne suis pas du tout là-dedans, mais il y a le four principal, il y a des fours secondaires, et puis il y a des lingotières, il y a toute une chaîne d'affinage du bain pour permettre la fabrication de lingots qui aujourd'hui sont des lingots de fonte et d'une grosseur de 10 à 12 kg environ. Le site fait 15 hectares. La surface du bloc usine fait environ 40 000 m². Comme c'est une présentation qu'on fait aussi dans le territoire, on insiste sur le fait que ça participe à la réindustrialisation du territoire et on a environ 150 à 180 emplois pérennes qui seraient créés par l'installation. Et puis on prévoit une durée de construction de 5 ans pour une mise en service aux alentours de 2031. Je fais donc comme l'a dit Marine, plusieurs étapes. Construire une installation en France, c'est pas parce qu'on a décidé de faire quelque chose qu'on a le droit et qu'on peut le faire comme on veut. Il y a quand même plusieurs étapes réglementaires à passer.
Et là, on va un petit peu essuyer les plâtres, hein, puisque pour l'instant, il n'y a quand même pas de cursus réglementaire connu, puisque la loi n'est pas encore sortie. Donc, dans un premier temps, comme l'a dit Marine, il y aura un dossier de dérogation pour valorisation des métaux. C'est-à-dire que, contrairement aux autres pays, et Madame Pompili l'a dit dans ses questions au Parlement en juin, la réglementation en France sera plus dure et plus sévère que partout ailleurs en Europe. Ben, c'est vrai, hein, on n'aura pas un seuil de libération en dessous duquel on n'a plus rien à prouver. On aura une autorisation de valorisation de métaux qui sera donnée par dérogation. Une dérogation ciblée, comme l'a dit Marine, sur un process, celui que je viens de vous expliquer. Parallèlement à ça, puisque l'installation ne sera pas une INB, il y aura une instruction de la DREAL en tant qu'ICPE. Donc la DREAL de la région qui sera choisie pour l'installation du site. Alors avec tout le cursus de ce qu'il faut, l'analyse environnementale, l'enquête publique, hein, là c'est pareil. Chaque dossier fera l'objet d'une concertation avec le public, alors sous différentes formes, concertation publique, enquête publique. Tout ça, ça reste encore aussi à discuter avec la Commission nationale du débat public, que l'on a prévu d'aller voir assez rapidement une fois que le décret sera publié. Et par contre, une fois que l'installation sera construite, on sera soumis à la surveillance de la DREAL, mais n'ayons crainte, il y aura aussi un petit plus, parce qu'on aura la SN qui sera aussi présente sur la surveillance du site, notamment, je pense, sur tout l'aspect process de mesure et process de libération. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc, on va transporter les matières d'endroit de production jusqu'à l'endroit de traitement. Pour tout ça, il y a une réglementation qui existe, c'est très encadré. Actuellement, on est en train de transporter des générateurs de vapeur de Fessenheim qui vont aller en Suède, à l'usine de traitement de la filiale d'EDF en Suède. Et ça a donné lieu à plusieurs dossiers réglementaires avec supervision ASN. On avait encore la semaine dernière une inspection ASN sur le lieu de chargement des générateurs de vapeur dans la barge fluviale qu'on utilise. Donc là c'est pareil, tout est fait et il y a un contrôle à chaque étape du projet, il y aura un contrôle de la part des autorités. C'est encore moi qui continue. Bon, donc alors vous allez me dire, du coup, comment ça s'articule tout ça dans le planning? Comme on vous l'a dit, on attend la publication du décret, donc fin 2021, c'est bien parti, la phase Conseil d'État est passée, et a priori de manière positive. Alors nous, on est en plein dans les études projet, hein. Comme je vous ai dit, on a fini une première phase d'APS qui nous a donné un premier design du site, un premier design de l'installation. On a entrepris une démarche de design to cost pour regarder où on pouvait gratter, où on pouvait avoir des pistes d'optimisation. Là, on est dans une deuxième phase d'APS pour figer un jeu de données qui va nous permettre de lancer un avant-projet détaillé qui ensuite, à la suite duquel on pourra lancer des consultations pour les gens qui vont construire le technocentre. Tout ça, c'est pour, on va dire, aboutir à 2025, au moment où on lancera la construction. En parallèle, donc les deux dossiers dont on a parlé, l'instruction du dossier de dérogation et du dossier de demande d'autorisation environnementale qui devront se faire. Là encore, pour la petite anecdote, on est allé voir les administrations, et les administrations, elles non plus, elles ne savent pas trop comment vont s'enchaîner ces deux dossiers, puisqu'il y a des éléments de l'un qui sont repris dans l'autre, puisque la DREAL concernée
pense difficilement pouvoir faire l'enquête publique sans avoir une autorisation ministérielle signée. Donc tout ça, c'est vraiment des choses à construire. C'est ce qui fait aussi tout l'intérêt du projet et tout le charme du projet, c'est qu'il y a tout à construire, même tout l'aspect instruction avec les autorités. Et nos camarades de l'ASN nous l'ont dit aussi, je pense que ce sera une phase assez longue et intense que celle de l'instruction. Et puis peut-être aussi pour compléter un peu ce que tu dis, Fabrice, il y a le fait de découvrir et de faire un nouveau projet, en effet, qui ne s'est jamais fait avec tout un tas de jalons. Et puis c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, mais ça nous tient à cœur tous les deux, mais il y a aussi le fait de faire un projet ensemble. Allez, je me lance. On sait bien qu'en France, on n'est pas toujours très fort pour faire des équipes. Sur ce projet-là, honnêtement, on sait, enfin, nous, Orano, on sait qu'on n'y arrivera pas sans EDF. Non, mais, et pour le projet, il y a besoin du gisement Orano pour arriver à obtenir un équilibre économique, parce qu'on a beau être des grands philanthropes, au bout d'un moment, il faut aussi qu'il y ait une réalité économique qui nous rattrape. Et comme l'a dit Marine, si le coût du stockage il est vraiment trop compétitif par rapport au coût de la fusion, ça va être compliqué de défendre pour des entreprises d'aller créer le projet. Donc économiquement, ça ne marchera pas si on y va seul. Techniquement, c'est quand même, il y a le gisement des alphas et le gisement des bêta-gamma, et c'est pareil, il y a besoin d'y aller ensemble. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile, mais qui est quelque chose de nécessaire pour ce projet, et qui nous tient à cœur également par rapport à tous ces jalons-là. Donc quand Fabrice disait tout à l'heure, on fait les études, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille actuellement en équipe projet, quoi. Je continue alors. Donc vous avez bien compris, le Technocentre, c'est un projet d'économie circulaire pour le nucléaire, ce qui sera une première. Quelques éléments à avoir en tête. Aujourd'hui, 500 000 tonnes de métaux, c'est 650 000 mètres cubes de stockage. C'est l'équivalent du CIRES aujourd'hui. Voilà, donc traiter ces métaux dans une installation afin de les valoriser, ça permet d'éviter de recréer le CIRES qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, c'est quand même, en termes de préservation des terres et de la ressource naturelle, un vrai objectif. Et après, une clé qu'il faut avoir, c'est 1 tonne d'acier recyclé, c'est une économie d'énergie de 20%, et c'est une réduction de 60% de l'empreinte carbone par rapport à une tonne d'acier réalisée à partir de minerais. Alors vous allez me dire, ben ouais, mais ça c'est vous qui le dites pour défendre le projet. Non, non. Vous pouvez aller sur le site de FEDEREC, donc c'est la fédération des recycleurs. Vous trouverez les mêmes chiffres. C'est issu du rapport FEDEREC 2018, ces chiffres-là. Et sur le site de l'ADEME, il y a des chiffres à peu près équivalents. Oui, sur l'ADEME, ils sont même plus optimistes. Ils sont même plus optimistes. Et puis peut-être au-delà de ça, c'est aussi toute une culture du nucléaire qui change. Enfin, il y a ça aussi, quoi. Le fait de se dire, finalement, c'est pas dangereux en soi. Tout ça se contrôle, se mesure et existe ou pas. Après, comme on l'a vu, des contrôles qui seront supervisés et sur lesquels on aura un label autorisation de la DGPR, de l'ASN. Pour la petite anecdote, il y a plusieurs incidents de métaux radioactifs au travers du monde. Vous avez un excellent article dans l'Express qui relate la descente de l'ASN en 2009, je crois, à Grenoble, chez Otis, parce qu'il y avait des boutons d'ascenseur qui étaient radioactifs.
Il faut savoir que, pareil, en Espagne, pardon, au-dessus d'Almeria ou d'Alicante, je ne sais plus, il y a toute une zone qui est encore en fait infranchissable parce qu'il y a eu un problème dans une aciérie où ils ont en fait recyclé une source médicale. Et principalement, c'est des incidents de ce genre, des sources médicales qui ne sont pas détectées par les portiques, ou avant il n'y avait pas de portique même, et qui ensuite sont fondus avec des métaux classiques. Ces cas-là existent déjà, donc toute la fédération des recycleurs, comme l'a dit Marine, c'est protégé, mais c'est protégé avec des portiques, avec des choses, on va dire, basiques. Les contrôles qui seront mis en place sur le technocentre seront d'un autre niveau. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, la démonstration qu'on va mettre en place pour justifier qu'on a le droit de libérer les métaux va devoir aller chercher assez loin sur les incertitudes, sur les seuils de détection. Et on aura, je suis convaincu, qu'on aura une garantie bien supérieure à celle qu'offre toute aciérie de recyclage. Donc voilà, l'objectif du technocentre, c'est vraiment réduire l'impact de la production d'acier, c'est optimiser les ressources naturelles, tout ça avec un niveau de contrôle supérieur à n'importe quelle industrie de recyclage de l'acier. En fait, on était venu aussi pour répondre à vos questions. Oui, Pierre Girotte, je voulais vous poser une question sur les aspects internationaux. Est-ce que l'Union européenne ou peut-être la IEA se sont penchés sur la question d'une harmonisation du seuil de libération? Et où est-ce qu'on en est? Alors en fait, toute la réglementation française va être issue de la réglementation européenne. Tout ça est bien encadré au niveau de la réglementation européenne. Et justement, le seuil de 10 microsieverts auquel on faisait référence est un seuil qui est défini par la directive Euratom. Donc c'est bien encadré au niveau européen. Et après, c'est comment est-ce que les pays les appliquent. Donc c'est ce que disait Fabrice tout à l'heure, c'est-à-dire que ça peut être appliqué en disant en dessous de 10 microsieverts, on libère, et ça on appelle ça un seuil de libération. En France, ce sera donc le seuil est le même que le seuil au niveau européen. Mais en revanche, en France, c'est, comme on le disait tout à l'heure, une dérogation au cas par cas, donc qui la sera donnée à une installation uniquement dans un cadre d'une opération de recyclage avec la justification d'un certain nombre de contrôles. Donc la base réglementaire est la même pour tout le monde. La manière dont elle est déclinée et appliquée sur les pays varie énormément. Fabrice a raconté tout à l'heure l'exemple de la Suède. En Belgique, il y a aussi des notions de libération avec ou sans... comment ? Inconditionnel, merci, ou pas inconditionnel. En fait, quand on arrive à montrer qu'on est en dessous de 10 microsieverts, c'est une libération inconditionnelle. Et en revanche, quand on est un petit peu au-dessus, il peut y avoir certaines conditions où du coup les scénarios de sûreté sont déclinés de manière un petit peu différente. Par exemple, pour dire, on est par exemple à 20 microsieverts, on va diluer par 2, ou on est à 20 microsieverts, on va mettre dans une déchetterie conventionnelle, et donc du coup, les seuils d'exposition ne seront pas les mêmes, et donc tout ça, mais on se ramène toujours à ce seuil-là quand même, de 10 microsieverts, ce qui est quand même la référence européenne. Et qui est issu des travaux de l'AIEA. Hein. Tu as raison, Fabrice. Et après, la manière dont toute la question va... Nous, on ne va pas mesurer des 10 microsieverts. Donc après, comment est-ce qu'on traduit ces 10 microsieverts en becquerel-gramme? Et là, c'est ce que dit Fabrice, c'est par rapport aux scénarios qui sont définis au niveau de l'AIEA, qu'on regarde, lesquels on applique et qu'on fait les calculs pour voir où est-ce qu'on arrive, quoi. Quand on n'a pas de seuils qui sont définis, en disant pour tel RN, ça correspond à tel seuil. Mais il n'y aura pas, tous les RN ne seront pas définis. Oui, bonjour, Yves Margelly, ingénieur calcul d'impact au CEA Cadarache. Justement, vous avez un peu spoilé ma question.
Moi-même, je me présente, 8000 becquerels de potassium 40, 200 microsieverts par an sur moi-même du fait de ce potassium 40. Comment pouvez-vous calculer une dose en microsievert à partir d'un métal? Quel est le scénario d'exposition que vous utilisez? Pour moi, c'est strictement impossible. Donc en fait, comme je disais, au niveau de la IEA, les scénarios sont déjà définis. Et donc là, on va regarder quels sont les scénarios qui sont applicables. Donc les scénarios qui vont être applicables, c'est par exemple la remise en suspension au travers de poussière, donc qui vont s'appliquer là par nos métaux. Quand ils vont sortir, ils vont être ensuite repris chez un sidérurgiste, et là il va y avoir remise en suspension, et donc on va regarder au niveau des calculs comment est-ce qu'on retraduit ces 10 microsieverts par rapport aux scénarios de remise en suspension qui sont définis par l'AIEA. On va regarder également les scénarios de contact, donc par rapport par exemple aux boucles de ceinture. Donc les scénarios, ils sont décrits. On utilise les scénarios AIEA. On va en étudier un ou deux en plus, comme je disais tout à l'heure, par exemple les casseroles, les poussettes et les cuillères, parce que ceux-là, ils reviennent au niveau du débat public. Mais honnêtement, ce n'est pas ceux-là qui sont les plus impactants. Pour le reste, on va vraiment décliner les scénarios AIEA. C'est ça qui nous est demandé dans le cadre de la dérogation. C'est ça qui a été demandé par les pouvoirs publics, et on se ramène à ça. Il y a tout. Dans les scénarios AIEA, il y a l'ingestion, il y a le contact, il y a l'inhalation, et il y a un scénario pour les travailleurs, pour les adultes, il y a un scénario pour les enfants aussi. J'ai en tête le scénario de l'enfant qui joue sur une aire de jeu avec des terres contaminées et qui ingère une certaine quantité de terre, donc de matière pendant l'année. Il y a aussi un scénario de la personne qui habite dans une installation fabriquée à partir de matériaux avec une certaine dose de contamination. Ce sont ces scénarios-là qui sont les scénarios de base de l'AIEA que l'on va décliner. Je crois totalement dans ces scénarios-là. Sérieusement, je pense que relève de la science-fiction. Alors, on va être confronté à ces éléments-là pendant le débat public, ça c'est sûr, on en est bien conscient. Néanmoins, aujourd'hui, c'est la base de travail internationale, reconnue par tout le monde. On ne peut pas s'en écarter, quoi. C'est sur cette base de travail-là que l'ensemble des évolutions et des réglementations se sont basées. Donc on va les appliquer, et c'est bien comme ça que nous sollicite la DGPR. Oui. Bon, de toute façon, après, il va y avoir la deuxième question qui va être comment est-ce qu'on mesure les becquerels grammes dans le métal, qui va être une autre question. Mais pour revenir sur cette question des scénarios, on va vraiment, nous, il ne faut pas qu'on rentre là-dedans, parce que si on commence à inventer nos propres scénarios, vous avez tous des idées dans la salle et on s'en sort jamais. Et donc, du coup, peu importe, à la limite que les scénarios, ils soient bons, ils soient pas bons, peu importe, ils sont ce qu'ils sont, ça met un cadre et on rentre dans le cadre, parce que sinon on s'en sort pas. Donc on va les appliquer, voilà, comme on disait tout à l'heure, celui qui sera le plus impactant, c'est le scénario inhalation. Voilà, on va l'impacter, et après il y aura tous les points de mesure dont on a parlé tout à l'heure, où là c'est quand même aussi, ce sera un des gros enjeux du projet. Et quand on disait tout à l'heure, on n'est pas sûr que le projet se fasse, c'est vrai qu'on n'est pas sûr que le projet se fasse. Il y a encore, on est hyper content que ça avance, on y croit, on met toute notre énergie là-dedans, on se dit que voilà, faut que ça bouge le nucléaire, faut qu'on y arrive, mais honnêtement, il y a encore plein de sujets, et la question de la mesure, même si on dit en becquerel gramme, on arrive à des seuils extrêmement bas, dans le métal, ce sera pas simple. Voilà, donc on y travaille ensemble. Pierre Salmon,
Et quel type de décontamination sera effectué pour les GV à leur arrivée sur le centre? Alors, c'est est-ce que ou combien de cycles? Vous avez dit qu'il y avait une décontamination. Oui, il y a une décontamination. Des GV à leur arrivée. Oui. Avant d'être découpé, voilà. Et d'être envoyé au four. C'est ça. Alors, quel type de décontamination? C'est pour enlever quoi? Décontamination chimique. Quelle profondeur? Alors, on n'a pas encore complètement arrêté le mode de décontamination. Ça fait partie encore des choses sur lesquelles on réfléchit. Pour l'instant, c'est une décontamination chimique. Il y a deux grands procédés. Il y a un procédé Orano, un procédé Framatome sur cette décontamination-là. Pour l'instant, on est quand même convaincu que, notamment pour assurer la radioprotection des opérateurs, il faudra décontaminer. Typiquement, en Suède, ils n'ont pas de décontamination chimique des GV. C'est juste une décontamination mécanique. Donc, et il y aura les deux types. Il y aura de la décontamination chimique. Il y aura aussi de la décontamination mécanique, notamment il est prévu d'usiner en surface les boîtes à eau, par exemple. Donc ça va être un mix des deux. Il y aura de la décontamination chimique, aujourd'hui, à date. Quel type exactement, c'est pas arrêté. Quel procédé, c'est pas arrêté. Et ensuite, il y aura aussi de la décontamination chimique. Il y aura du grenaillage sur une grande partie du vrac. Et voilà, et ça doit nous permettre, pour tout ce qui est de contamination bêta-gamma, d'avoir un panier prêt à mettre au four qui est en dessous des seuils. Oui, Patrick, une question? Oui, bonjour, Loïc Martin-Dédier, retraité du CEA, ancien directeur de Marcoule. Bon, je suis très heureux et admiratif de voir que vous soyez arrivé à un projet qui aille jusqu'à la remise dans le domaine public. Bon, moi, j'en étais resté à une époque où ce qu'on envisageait, c'était surtout de recycler, mais au niveau des installations nucléaires, c'est-à-dire soit pour refaire des composantes centrales ou d'usines, soit pour faire des compteurs de déchets. Alors, bon, c'est effectivement extrêmement satisfaisant en termes d'image du nucléaire, mais est-ce qu'il n'y a pas derrière quand même le danger que à chaque fois qu'il y aura un raté, il y en aura forcément, ça se retourne vis-à-vis du nucléaire en disant, vous voyez, on les a laissés faire et maintenant on a des problèmes. Non, mais... Vous savez bien comment ça se passe, hein? Qu'est-ce qui vous a amené à rechercher la remise dans le domaine public? Ben, en fait, recycler uniquement dans le domaine du nucléaire, c'est très complexe. En termes économiques, la dimension économique est juste infernale. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez obliger l'ensemble des fabricants de pièces à se fournir à la source du recyclage nucléaire. Enfin, aujourd'hui, je dirais, c'est contre la liberté du commerce. Une installation comme ça, elle va fonctionner. Il va y avoir, le four, il va tourner, et en sortie, on va entreposer jusqu'à ce qu'on fabrique une centrale. Donc du coup, enfin, ça marche pas. Donc nous, au départ, et ça a fait partie aussi, c'est l'idée aussi de se dire, faut qu'on fasse bouger les choses, quoi. Donc ce qu'on a dit aux autorités, c'est Orano et EDF, on est d'accord pour y aller, mais c'est à condition que on puisse avoir une sans traçabilité, quoi. C'était aussi ça pour faire avancer les choses, et on a regardé donc en gros, on avait regardé ce qui se faisait, ce qui pouvait être comme circuit de recyclage. Donc il y avait soit faire des caissons de déchets et le mettre dedans, soit le mettre dans des centrales. Mais globalement, les caissons de déchets, c'est de l'acier laminé. L'acier laminé, on va pas faire une usine dédiée pour faire des caissons. Enfin, du coup, on n'y arrive plus. Et sinon, on passe par Arcelor, et là, ils vont pas faire des lots. Vous imaginez, un lot, on décontamine la machine,
pour rien. Donc, en fait, quand on se pose la question de techniquement, ça ne fonctionne pas. Et c'est pareil pour les centrales. Alors, soit on fait des GV, et là, en effet, ça peut être quelque chose, mais dès qu'on cherche à faire de l'acier qui passe par un laminoir, les laminoirs, c'est des laminoirs qui vont faire un jour la boîte. Ils vont faire des rouleaux d'acier et qui va servir ensuite à plein de trucs différents, quoi. Et puis la dernière remarque, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même plus de 50% de ces matériaux qui sont classés TFA, mais qui n'ont jamais vu un radionuclide, quoi. Donc, on est quand même convaincu qu'on peut arriver à produire des choses propres et sans aucun danger. Ça fait, je ne vais pas dire qu'il n'y aura jamais d'erreur parce que c'est pas vrai ça, mais je pense quand même que ça peut être vraiment infinitésimal le taux d'erreur qu'on doit avoir. En effet, par rapport à ça, il y a quand même quelque chose. Donc, alors, pour les aciers contaminés à l'uranium, comme on le disait tout à l'heure, au niveau du four, mais que ce soit un four, là on va l'optimiser le four, on va optimiser le fait que l'uranium remonte au niveau du laitier, mais vous parlez à n'importe quelle personne qui est dans une aciérie, il le sait déjà, de toute façon l'uranium il remonte. Donc même si on fait rien, même si on est des industriels qui n'en ont rien à faire, ce que vous savez très bien qui n'est pas le cas, de toute façon ça nettoiera. Ça nettoiera quelque chose qui est quand même propre globalement au départ. Donc, le risque, vous avez raison de le soulever, hein, mais le risque, il est quand même hyper faible. Oui, bonsoir. Jean-Pierre Paulet-Villard. Ma question, c'est au sujet de Centraco. En quoi, finalement, votre installation était différente? Alors, Centraco fait des viroles, etc. Est-ce que vous pouvez le cibler? En quoi elle est complémentaire? Alors, elle est complémentaire déjà par la technologie du four. Centraco, c'est un four à induction. C'est pas un four électrique à arc. Ensuite, Centraco est une INB. Nous, on sera une ICPE. Donc, Centraco est capable d'accueillir des métaux un peu plus chargés que les nôtres. Hein, et c'est en ça que c'est complémentaire. Aujourd'hui, là, on parle de métaux TFA uniquement. Ensuite, j'arrive, Marie. La taille du four, l'objectif et ce que permet justement l'alliance des deux gisements Orano et EDF, c'est d'avoir un four de 25 tonnes. Celui de Centraco, il fait 4 tonnes. Ou 2 tonnes, je ne sais plus. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une installation industrielle qui fait du volume. Même si 500 000 tonnes d'acier pendant 40 ans, hein, c'est 3 mois de production française d'acier. Hein. Donc on ne va pas révolutionner le marché de l'acier. On reste relativement mesuré là-dessus. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pas la même dimension et c'est pas non plus les mêmes caractéristiques qu'on va mettre dans le four, en termes de métaux. Frédéric Chambon, Orano, j'ai 2 petites questions. La première, c'est les relatives au traitement des premiers GV EDF. J'ai bien compris qu'ils seraient traités en Suède. Quid de l'acier qui sortira de cette première fusion en Suède? Est-ce que ça sera retourné en France? Est-ce que ça rentrera dans le marché européen? Cyclic Sweden le vendra comme il vend l'acier issu des GV de Ringhals ou des GV de Procen Electra qui vont lui arriver bientôt. Okay. Par contre, je pense que tout le monde ici le sait, mais ça fait du bien de le rappeler, les déchets issus du traitement retournent en France. Et avant de pouvoir envoyer les GV en Suède, il y a eu un accord de la DGEC, du ministère de la Transition écologique et solidaire, et il y a une Waste Return Guarantee qui nous ont signé pour dire que on envoie et on récupère les déchets comme tout producteur doit le faire. Soyons optimistes, et j'ai compris que vous l'étiez, parce que, comme le disait monsieur Martin Dédier, c'est vrai qu'il faut y croire, et vous avez dû avaler pas mal de couleuvres, j'imagine, dans votre processus. Mais prenons l'hypothèse que dans quelques années,
cette libéralisation de l'utilisation des métaux nucléaires d'origine nucléaire est répartie dans toute l'Europe. Il y a une usine en Suède, vous envisagez de faire une usine en France. Est-ce que ça suffit pour traiter l'ensemble des besoins des pays européens? Je pense en particulier à l'Allemagne, à l'Espagne, peut-être le Royaume-Uni aussi. Est-ce que vous envisagez de construire encore d'autres usines? Aujourd'hui, avec le gisement français uniquement, le four permet de traiter beaucoup de GV et de matériaux d'autres pays. C'est personnellement, alors déjà on n'aura pas tout, parce que c'est pas parce que le marché est accessible qu'on capte toutes les parts de marché, parce qu'il y a aussi les seuils de libération dans tous les pays, donc les Allemands ils peuvent découper les GV et puis utiliser leur seuil de libération pour libérer. Les Belges pareil. Il y a pas mal de questions qui se posent dans tous les pays. Typiquement, l'NDA, donc l'autorité de traitement des déchets anglais, a lancé un appel d'offres pour un four de fusion sur le territoire britannique. J'ai cru comprendre que les Belges se posaient des questions aussi sur, tiens, est-ce qu'on ne se ferait pas une petite usine qui permettrait de décontaminer, de découper et éventuellement de fondre nos GV. Les Allemands ont des installations, alors pas similaires parce qu'il n'y a pas de four, mais sur certains sites, ils ont développé des installations centralisées de décontamination, de découpe. Donc on voit que ça s'organise un peu partout en Europe. Néanmoins, il y a un marché, et moi je suis convaincu qu'une fois qu'on aura une installation robuste, industrielle et performante, telle que nous le permet les gisements EDF et Orano, on va avoir 2-3 pays qui toquent à la porte pour dire qu'est-ce que vous pourriez faire de mes GV là, et des pays pas forcément juste à côté européens. Moi, je pense que des pays comme le Japon peuvent être totalement intéressés par une installation de ce type. L'acceptation du stockage des déchets au Japon, elle est vraiment difficile. Ils n'ont aucun site de stockage, ils ont quand même quelques tranches. Donc ça coûte pas très cher à la maille de la déconstruction d'envoyer des GV du Japon en France ou en Europe. Donc il y a des pays qui vont au-delà de l'Europe qui peuvent être carrément intéressés par l'installation. Et oui, l'installation avec un four de 25 tonnes, elle est dimensionnée pour traiter pas mal de choses. En fait, pour compléter, pour l'instant, notre enjeu, il est plus de se dire comment est-ce qu'on va réussir à rentabiliser l'installation. Donc, si vous avez des tonnes étrangères, voilà, on les prend. C'est plutôt... Il n'y aura pas de... honnêtement, je pense que le sujet, il n'est pas là pour l'instant. Et pour compléter ce que disait Fabrice, si nous, avec nos 2 gros gisements, qui sont quand même uniques au monde, on a du mal à faire une installation rentable, on sait bien qu'il y a une histoire de masse et de seuil critique par rapport à ça. Certes, il peut y avoir... Plein de pays peuvent avoir envie de le faire parce que quand même c'est un beau projet, parce que quand même c'est dommage, etc., etc. Cette question de la rentabilité, elle va se poser à tout le monde. On a un avantage concurrentiel en France à partir du moment où on y va ensemble, qui peut quand même être un atout important pour capter des business à l'étranger, quoi. S'il vous plaît. Vous savez, vous avez parlé des générateurs de vapeur. Vous savez que dans une centrale nucléaire, il y a plus que des générateurs de vapeur. Il y a beaucoup d'autres matériels, oui. Et est-ce que vous ferez la différence entre ce qui est, par exemple, du secondaire ou de l'extérieur que ce qui est dans le bâtiment réacteur? Non, oui, on fait la différence. Là, on traite les matériaux issus de la ZPPDN. Des matériaux autres et qui viennent de l'extérieur, ils seront démantelés classiquement, quoi. Classiquement et conventionnellement. Et après, oui, enfin, vous avez vu les générateurs de vapeur, ça mobilise
l'ensemble de l'installation, parce que ça mobilise la décontamination et la découpe, et le four évidemment. Mais on a vu, hein, 130 000 tonnes de générateurs de vapeur, 140 000 tonnes d'acier Georges Besse et 230 000 tonnes de vrac. Donc tout ce qui est support, typiquement de chemin de câble, de ventiles, des choses comme ça, ça a vocation à être découpé, trié et être fondu. Il n'y a que les matériels électriques, notamment tout ce qui est chemin de câble. Ça c'est compliqué parce que c'est trop fin. En fait, pour passer au four, il faut quand même une certaine épaisseur pour que ce soit rentable. Pardon ? Alors là c'est l'ensemble du parc. Là, c'est l'ensemble du parc, hors EPR. Bonjour, Patrick Lapic. Voilà, vous avez évoqué un gisement de 500 000 tonnes, un four de 25 tonnes, donc ça fait en gros quelque chose comme 20 000 coulées. Donc vous envisagez cette exploitation sur combien d'années ? Ben, jusqu'à la fin du démantèlement, c'est-à-dire 40 ans. Aujourd'hui, la période, alors 39, 38, 40, vous m'épargnerez les détails, mais voilà, la durée d'exploitation, c'est 40 ans aujourd'hui. Alors, en fonction de... Vous êtes en 2,8, vous êtes en 3,8, c'est pas la même. En 3,8, c'est 29 000 tonnes. En 2,8, c'est 18 000 tonnes. Jean-Paul Richard, EDF. Qui sera l'exploitant du technocentre? Alors, ça c'est... Non mais aujourd'hui, EDF a une filiale de traitement des déchets. Donc c'est Cyclife. Hein, aujourd'hui, la société qu'on veut créer avec Orano, elle a quand même vocation à rentrer dans le giron de Cyclife. Donc en fait, donc c'est une société commune. EDF est majoritaire dans cette société. Et donc voilà, Orano a vraiment envie de faire partie aussi de l'aventure. Également en tant qu'exploitant, d'une certaine manière, même si la société et même si EDF sera majoritaire. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, pour dire, la marque, ça devrait être Cyclife. Après, il ne faut pas oublier quand même que c'est du TTFA. Hein. Donc certes, c'est une installation nucléaire, mais comme on le disait tout à l'heure, c'est une ICPE. Et on n'est quand même pas dans quelque chose qui... techniquement, on révolutionne rien en fait. Tout ça, ça existe. C'est vraiment une installation de sidérurgie classique. Alors il y a la partie décompte à découpe, mais il n'y a pas de haute technicité là-dessus, en dehors de la mesure qui va demander un certain nombre de contrôles. Le reste, c'est pas de la haute technicité, quoi. Hein. D'ailleurs, on a reçu des fabricants de fours il y a 2 semaines. Ils nous ont dit une installation comme la vôtre en conventionnel, on l'en fait en 2-3 ans, quoi. Bon, ils étaient un peu effarouchés par l'aspect nucléaire. Ils disaient, il faudra nous aider, mais voilà, et même four, hein. Ils venaient d'en mettre en service une en Russie ou en Biélorussie, quelque chose comme ça, un four de 25 tonnes, 3 ans. Bien, oui. Est-ce que l'Andra est partie prenante ou parce que d'une certaine façon vous allez lui enlever une partie des produits qu'il y avait chez elle? Non, on va lui enlever une partie de ses soucis, puisqu'elle n'aura pas à créer un deuxième CIRES. Elle passera pas par toute la phase risque de ZAD et tout ça à côté du CIRES. Donc on va lui enlever des soucis. Mais non, ils ne sont pas partie prenante. Bon.
Ceci étant, quand il y a les débats publics, quand il y a des concertations, etc., ils s'y opposent. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Ils sont quand même à dire. Alors, je pense qu'ils n'y croient pas tant que ça, en vrai. Mais ceci étant, ils disent ce serait bien que ça se fasse, quoi. Ils sont plutôt supportifs du sujet, en se disant de toute façon que ça leur coûte pas grand-chose d'être supportifs parce qu'ils n'y croient pas vraiment, quoi. Bien, bon, y a-t-il une dernière question? Y a-t-il des gens de l'Andra dans la salle? S'il vous plaît, de la salle? Non? Patrick, tu veux peut-être dire un mot de conclusion, non? Pour clore le débat? Oui, bah écoutez, je suis très content de ce débat, effectivement très ouvert. J'avais des questions, mais elles ont été posées par d'autres, ce que je trouve très bien. Et donc, je vous donne rendez-vous le 12 janvier au centre de congrès pour recevoir Bernard Accoyer. Je pense que d'ici là, eh bien, je vous souhaite un joyeux Noël. Soyez prudents et revenez en pleine forme au début de l'année prochaine. Merci à tous et merci à l'ENSAM de nous recevoir.